Benyamundi. Choc. Doïla Sawa. Bilemona choc. 92.60 MHz. L'autre radio. One, two. Vous connaissez l'émission, bien entendu. Puisque vous y êtes, nous y sommes. Charles Manga. C'est juste pour régler les micros là, mais l'émission quand même a commencé. On n'entend pas ton invité faire les essais micro. Tu m'as dit qu'il travaille dans la musique. Check, 1, 2, mic. Oh, la petite voix. Test, Il n'a pas été chanteur. Lui. Test. Il a dû faire un autre instrument, mais pas chanteur. Non, j'ai un problème de voix ces 2 jours-là. L'émission de Charles Manga. Charles Manga, tu es un invité aujourd'hui. Et quel invité? Nous sommes 45 minutes ensemble. 45 minutes, oui, ensemble. Et avec la musique, ça fera 1 heure. Vous connaissez le principe de l'émission? Les amis de Charles Manga, Adalbert et Bongué. Non, laisse-moi dire. Tu ne peux pas tout dire. Je sais que c'est pas toi qui as donné ce nom. C'est tes parents qui t'ont donné ce nom. Donc tu dois écouter aussi tes parents. Paix à leurs âmes. Donc c'est Monsieur Soudana Richard qui t'aide un peu. D'accord pour l'émission? Tu as compris, mon petit Charles? Soudana Richard, il faut me laisser dire ton nom aussi. Richard Moudumbu. Dis Soudana Richard Soudana. Le blanc de Bonasama est avec moi aujourd'hui et l'invité. Je vais vous montrer si je suis un blanc ce soir. Et l'invité, qui est-il? L'invité, c'est un frère, c'est un collègue, c'est aussi un activiste parce qu'il nous anime le quartier. Et finalement, c'est tout à la fois. On prendra l'heure qui vient pour le connaître mieux. C'est Monsieur Elamé Christian. Enfin, Prends ton micro, parle. Invité, tu as ton micro, hein, tu as le droit de parler. Hein. C'est pas un réquisitoire ici, c'est juste une émission qui s'appelle rentre dans l'émission. Ici, nous sommes sur la radio des Sawa, la radio de l'ensemble de la communauté Sawa, qui est dans tout le littoral. Nous sommes des côtiers. Ta généalogie, c'est très important pour les gens qui nous écoutent. Ta généalogie. Oh, ma généalogie, moi je suis Christian et la même Coco. Christian et la même Coco. Kiki. Okay. Pourquoi Kiki? Beaucoup plus connu sous le petit nom de Kiki Elamé. Je suis né à Bali, je suis de Bonanjo, de père Bonadumbe, ma mère est de Lobabedi. Bonandumbe ou Bonadumbe? Est-ce qu'il y a une différence, non? Bonandumbe. Oui, Bonandumbe. Ndumbe. Yeah. Et ta maman est de Lobabedi. Et les grands-parents? Mes grands-parents, ils sont tous du même endroit. Mais entre autres, du même endroit Mon grand-père paternel vient de Dakwa. Donc, ma grand-mère maternelle aussi d'Akwa. C'est une princesse Akwa. Donc, on peut noter quelque chose, c'est que Kiki est vraiment 100% Bounanjo. Il n'est pas comme moi. Moi, je suis partagé entre Daido et Bounanjo, mais lui, il est vraiment un pur et dur du village. Notre village, c'est Bali. Non, Bounanjo ou Bali? Bounanjo. Alors, ton parcours, rapidement, on va un peu brosser. Tu as été à l'école, je suppose? Oui, bien sûr. Pourquoi bien sûr? Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Donc tu as eu la chance d'aller à l'école. J'ai eu beaucoup de chance, bien sûr. Alors, quelle école tu as fait? Tu as fait ton école à Douala ou ailleurs? Oui, j'ai fait mon école à Douala. J'ai fait mon cycle secondaire à Douala au lycée technique de Bassa, qui est aujourd'hui le lycée technique de Bassa. Ensuite, j'ai continué en Côte d'Ivoire. À l'âge de 19 ans, j'ai fait une école d'électronique et d'informatique. Il y avait pas d'école au Cameroun? Non, parce que j'avais opté pour l'informatique. À l'époque, il n'y en avait pas. Alors, c'était en quelle année? En 1988, hein, bien sûr. 88, mais tu es encore tout jeune. En 88, tu étais en Côte d'Ivoire. Oui. Mais tu faisais déjà l'électronique parce que je pense que je t'ai vu travailler à Red Spot à Yaoundé. Oui, bien sûr. Avant 88. Non, justement après 88. C'était après 88? Oui. Ah, d'accord. C'était en 90. Donc, tu es revenu de Côte d'Ivoire pour travailler au Cameroun? Oui, j'ai essayé de travailler au Cameroun, après je suis reparti en Côte d'Ivoire. Essayé. N'y avait-il pas d'école ici, alors au Cameroun, à l'époque, en 1988? Tu es en train de nous dire ça? À mon époque, il y avait des écoles. Il fallait passer par le lycée technique et tout, pour aller en Polytech et tout. Mais moi, j'avais opté pour une école privée en Côte d'Ivoire. J'ai commencé par piger. Ensuite, j'ai fait General Application and National Semiconductor à Abidjan, au plateau. J'ai fait 3 ans, on a fait électronique et informatique. Qui t'a donné l'idée
de t'expatrier à Abidjan, quelle idée, je suppose que tes parents ne t'ont pas accompagné, tu étais quand même après l'adolescence à 19 ans. Alors qu'est-ce que ça fait de quitter était-ce la première fois que tu voyageais? Et qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un pays inconnu? Ouais, je pars du Cameroun par cette vitesse déjà au départ parce que mes parents ne voulaient pas que j'aille sans le baccalauréat en France. Et moi, je leur ai dit que je voulais parce que j'ai une grande famille en Côte d'Ivoire quand même. J'ai un neveu à mon père qui vit en Côte d'Ivoire et qui, son épouse était venue à la maison une fois et elle m'a dit qu'il y avait des bonnes écoles à Abidjan et je demandé de m'inscrire dans une école et je suis parti. Est-ce que Abidjan, la première fois que tu arrives à Abidjan, quelle impression ça te donne de quitter le Cameroun pour un nouveau pays? Quel sentiment tu as quand tu atterris, à moins que tu étais en pirogue, mais je ne pense pas, que tu atterris à l'aéroport d'Houphouët-Boigny? Quel est le sentiment que tu as eu? Ouais, le premier effet que j'ai reçu, c'est l'accueil des Ivoiriens qui m'a totalement chamboulé. Et je peux dire aujourd'hui que si je suis ce que je suis aujourd'hui, Un bon accueil ou bien un accueil? un super bon accueil qui m'a super bon transformé, accueil. oui. Et je pense que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Je leur dois tout parce qu'ils m'ont tout appris. Donc, on peut dire que tu es ivoirien. Oui, moi je suis à part entière dans ma tête ivoirien. Bon, avant d'être ivoirien, alors. Avant d'être ivoirien. Tu sais que la première fois que je suis arrivé au Grand Moulin à New Daido, c'était chez vous. Ouais. Bon, est-ce qu'il y avait quelques souvenirs du quartier là-bas, de New Daido? Cite quelques noms, je sais pas, il y avait les Makoulés pas très loin, Ouais. il y avait, enfin, quel genre de quartier c'était? Parce que bon, Bali je connais, toi aussi d'ailleurs, mais Grand Moulin, est-ce que tu as des bons souvenirs, peut-être par rapport à Abidjan, que c'est des souvenirs plutôt négatifs? Non, de très bons souvenirs au Grand Moulin. Abidjan, c'était une continuité, mais le basic de toute ma vie, c'est au Grand Moulin. Le Grand Moulin nous a appris beaucoup de choses. On vivait en communauté, il y avait le vivre ensemble à l'époque. On ne le prononçait pas, on ne le disait pas dans les micros, on ne disait pas grand, mais on le vivait. Et moi, dans le quartier là, j'ai grandi, on était l'une des seules et uniques familles Sawa qui vivaient là-bas. Et il est bien vrai qu'il y avait d'autres familles pas trop loin qui étaient ça aussi, mais nous on était dans le centre. Et tout autour de nous il y avait des Bafans, il y avait la famille Taillou, il y avait la famille Foucault, déjà que j'ai fait des photos avec une de mes sœurs Foucault avant-hier sur Facebook, ça fait le tour du monde. Il y avait la famille Taillou, il y avait la famille Macaulay qui était un peu plus loin de l'autre côté. Alors là tu es en train de me citer des tribus qui viennent des pays bamileke. Oui, bien sûr, on a vécu dans un Les quartier. bamileke à cette époque, dans les années 80, s'étaient installés là-bas. Pourquoi? Parce que c'était vide ou qu'est-ce qui se Non, passe? en fait, le Grand Moulin, c'était une parcelle qu'on appelle ça, de recasement que mon père avait tracé. À l'époque, quand mon père était sous-préfet, c'est lui qui avait retracé cette partie-là. Ah, ton papa Et était sous-préfet. Il était Parle-nous un petit sous-préfet peu de la ville de Douala. Bon, je connais pas beaucoup mon père, mais comme je le sais, c'était l'un des premiers administrateurs civils Sawa qui a exercé à Douala. Et c'est lui qui a pratiquement tout retracé dans les différentes sous-préfectures qu'on a aujourd'hui à Douala. Kiki. Ouais. Bon, moi je connais mieux. Je connais mieux ton grand frère, ton aîné qui s'appelle. Lequel alors? Il a mis Dominique? Aboubacar. Aboubacar, Oui, un gars qui sautait très haut. Nous, on était, quand on venait au cours de sport, vraiment, il nous écrasait. Hein? Il sautait déjà d'une manière un peu professionnelle, en rouleau, alors que nous, on faisait du ciseau. Et donc, avec le ciseau, tu ne peux pas partir à plus de 2 mètres. Et lui, il était déjà un peu plus haut que 2 mètres. Et à l'époque, ce que je connais de lui, c'est que, bon, il venait d'une autre ville. Parce que comme ton père était sous-préfet, je pense qu'il a dû faire beaucoup de villes du Cameroun avant d'arriver à Douala. Ouais, c'est vrai. Donc tu n'étais pas de la compagnie, tu n'as pas voyagé? Non, j'ai pas du tout Dans le voyagé. C'est vrai quand même que j'étais à Dizangue avec mon père. J'étais tout petit, j'avais 3-4 ans. Après, on est revenu sur Bonanjo. Moi, je n'ai pas trop voyagé. Par contre, tous mes autres frères sont nés à Menganga, ils sont nés Voilà, au nord, à l'est. Comme Bouba, il s'appelle Aboubacar. Oui, Bouba s'appelle Aboubacar. C'est quoi que c'était le nom d'un lamido ou un quoi, je sais pas, un gars. C'était un ami à ton père. Oui, qui était un ami à mon père qu'il avait bien reçu dans le nord. Tu sais que notre directeur de la radio s'appelle Lamine Mbassa. Ah, Lamine Mbassa, je parce connais. que son ami, l'ami de son père s'appelait Lamine. Ouais. Donc les parents Douala ont donné beaucoup de noms différents aux noms, aux prénoms usuels ici à Douala. Donc grâce à leurs amis, donc il y avait un certain amour à l'époque, j'ai l'impression. Ouais, bien sûr. Et cet amour existe-t-il toujours? Ah oui. Oh, quelle question!
Oui, bon, moi je vais revenir au vivre ensemble parce que ton expérience au Grand Moulin avec ses noms Taillou et la mer, Macoulé, c'était le Cameroun en miniature. Il faut quoi? Est-ce que le vivre ensemble existait déjà à Oui, l'époque, bien dans sûr. les années 88? Non, on ne faisait pas de différence entre Bamileke et Douala. Et moi, particulièrement, j'étais encore tout petit, j'entrais dans toutes les cours et je parlais pratiquement toutes les langues là. Je comprenais Bafoussam, Bangante, Bafan. Et on ne parlait pas de vivre ensemble parce qu'on était déjà ensemble. On était déjà ensemble. Comment tu vois? Est-ce que le Cameroun, alors, bon, tu as fait la Côte d'Ivoire. Tu m'as pas dit ton sentiment sur la Côte d'Ivoire, mis à part que les Ivoiriens sont très gentils apparemment. C'est ce que tu m'as dit. Moi, il me semble que lorsque j'étais en Côte d'Ivoire dans les années 90, fin des années 90, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de racisme. On n'aimait pas trop les étrangers là-bas. Je peux te Non, donner je des exemples pense pas. concrets. Les taximans, ils appelaient les étrangers les Burkinabés, les ceci, les cela. Et d'ailleurs, 2 ans ou 3 ans après, il y a eu le « et » et le « ou » qui a existé. Est-ce que tu es vraiment ivoirien? Est-ce que tu ne l'es pas? Alors peut-être que ça avait changé après ton passage. Pourtant, je connu la Côte d'Ivoire aussi dans les années 80. Je trouvais que c'était un pays formidable, mais que ce pays avait... La xénophobie était arrivée. Est-ce que tu as ressenti cette xénophobie un jour là-bas? Je dirais peut-être que... En étant honnête, tu sais qu'il n'y a pas de langue Ouais. de bois dans l'émission Non. de Oui, Malcolm. c'est vrai, Ah. honnêtement, la xénophobie en Côte d'Ivoire, c'était une sorte de joke. On s'amusait bien à dire que toi, t'es burkinabé, toi, t'es ceci, toi, t'es cela. Mais au fond du cœur des Ivoiriens, ils sont très accueillants. C'est un peuple super intéressant. Et jusqu'aujourd'hui, malgré la guerre et toutes ces xénophobies dont les gens prônent, la Côte d'Ivoire reste toujours le pays le plus accueillant d'Afrique. Mhm. Et depuis quand tu n'es pas retourné en Côte d'Ivoire? J'étais en Côte d'Ivoire au Massa déjà 2 fois. Les D'accord. 2 dernières éditions, j'étais en Tu es Côte resté combien de temps pour les études? d'Ivoire. J'ai pratiquement passé 10 années de ma vie en Côte d'Ivoire où j'ai même travaillé. Mhm. Il y a des grandes personnalités camerounaises qui ont travaillé là-bas. Je crois qu'il y a Ebumbu, un grand avocat qui a été ministre Ouais. là-bas. Ouais, Je me trompe pas? non, tu te trompes Il y a d'autres Camerounais. Il y a Konsieka qui a fait une grande carrière là-bas aussi. Ouais, il y a Constieka, il y a Eric Mambou, il y a l'autre, celui qui était à Yaoundé à la radio, comment il s'appelle? Yves Dembélé, qui Oui. est là, ouais, qui est toujours habillé avec Nostalgie. Celui qui a commencé Nostalgie en Côte d'Ivoire, j'étais là. Mhm. Donc les Camerounais se sont bien imposés là-bas. Pas imposé, mais ils ont leur place. D'accord. Apparemment, ils sont nombreux quand il y a des personnalités politiques qui se rendent en Côte d'Ivoire. Ils ont un très bon accueil par les Camerounais là-bas. Je crois qu'il y a Francis Bébé à l'époque qui a joué là-bas. Il y a beaucoup d'artistes. Manu Dibango a joué dernièrement là-bas. Alors, on disait que la Côte d'Ivoire était la plaque tournante de l'Afrique même, de l'Afrique de l'Ouest et même centrale, parce que tous les artistes rêvaient d'aller là-bas. As-tu rencontré des artistes là-bas à l'époque, dans les années 90? Ouais, dans les années 90, je suis arrivé à Abidjan en 88 en fait. Et en 88, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai rencontré, et je jouais un peu à la basse à l'époque, j'ai rencontré... Tu jouais un peu seulement. Alors, j'avais des voisins, Tu jouais déjà. je jouais déjà un peu. Alors, j'avais des voisins qui jouaient dans un groupe qu'on appelait les Mets ou les Sels. Et parmi ces voisins, il y avait un mec qui jouait à la basse et qui était aussi un de mes voisins. Et j'essayais de jouer dans leur groupe tout le temps. On me disait qu'il y a un bon bassiste ici. Je lui demande comment est-ce qu'il s'appelle. On me dit qu'il s'appelle Touré Basse. Je dis, mais est-ce que Touré Basse en Côte d'Ivoire? Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Quand je suis allé chercher au fond, c'était... Aladji? Oui, on l'appelait Touré Basse pour dire Aladji Touré, Basse. quoi, à l'époque. Pour dire quelle influence on avait sur la musique ivoirienne. Et le mec, quand j'ai fait des recherches, il s'appelait Frédéric et oui, aujourd'hui on l'appelle Mewe. Mewe, c'était le bassiste de Mewe à l'époque quand moi j'allais où je voulais jouer. Et j'ai Et fini après, par dans les jouer, début des années 90, il a sorti un album, il s'est retrouvé en France. justement. C'est bien Et- ça? Ouais, c'est ça. Je me rappelle parce que c'est moi qui lui ai donné son premier spectacle. S'il te plaît, man, je voudrais citer un nom et te demander si tu l'as rencontré. Est-ce que tu as rencontré un certain saxophoniste qui s'appelle Kim Blaise là-bas? King Blaise, bien À sûr. Fomu. Oui, King of Ouais, King of Fomu. King de King. Je l'ai rencontré. On était pratiquement ensemble chez un de nos cousins qu'on appelait Annick et Richard qui est décédé aujourd'hui. Annick qui nous recevait tous avec King Blaise, le saxophoniste. Il y avait un Gondo Black, le pianiste qui venait du Nigeria, qui jouait avec la rançon continue. J'ai rencontré pratiquement tout ce monde. J'ai même laissé d'autres gens avant d'aller aux États-Unis partant d'Abidjan. J'ai laissé Soul Monté, j'ai reçu Yvonne Tonga, j'ai reçu plein de musiciens. Alors, là-bas. c'était un passage obligé. Toi, tu as été aux États-Unis, on va en Mhm. parler. Est-ce que c'était un passage obligé, la Côte d'Ivoire avant l'Europe? C'est le meilleur tremplin pour les Camerounais. Et Bonkana Maga, thank you, merci encore au grand maestro. Bonkana Maga qui nous a ouvert toutes les portes. C'est lui qui a amené tous ces gars que j'ai rencontrés aussi en Côte d'Ivoire et qui nous a
vraiment boosté. C'est lui qui a boosté Tumba Minka. Avant Tumba, il y a eu Didier Boko. C'est toujours Bonkana Maga qui l'a boosté. Il y a qui a joué avec Mewe. Il faut rappeler qui est Mhm. Bonkana Maga et qui était-il à l'époque? Rappelle-nous ça. Je crois qu'il était à l'orchestre. Bonkana Maga était le directeur de l'Orchestre national. Alors, ce qui veut dire que tous ces gens-là ont joué dans l'orchestre national ou- Non, pas vraiment. Il est étudiant en studio parce qu'il avait la compétence de studio. Mhm. À l'époque, Mhm. il y avait les Koné Dodo, Oui, Kone Dodo, oui, le manager de la Alpha Blondie. qui est devenu, on peut le signaler. Il était là tout récemment au Cameroun. Tout Oui. récemment. Il était au Cameroun. Il était au Cameroun pour le projet Escalbanto de Tony Méfé. Je l'ai rencontré. Mhm. Mhm. Il était au Cameroun et Koné, tu viens au Cameroun, tu m'appelles pas. C'est quoi cette histoire? Dodo était là. Et Kiki, est-ce qu'à l'époque, Manu Dibango était déjà passé par là? Oui, quand moi j'avais Manu était déjà passé, malheureusement. Je ne l'ai pas rencontré en Côte d'Ivoire. Est-ce que la musique camerounaise était encore populaire en 88? Ouais, on était des stars, des superstars. Moi-même, faux bassiste, j'étais toujours devant. Info quoi? Bassiste. Tu étais devant alors que tu es fou bassiste. Bon, est-ce que Moni Billet faisait la basse là-bas? Non, par contre, Moni Billet. Tu l'as rencontré là-bas? Je ne l'ai pas rencontré en Côte d'Ivoire, mais par contre, je le voyais souvent venir faire des tournées. Et Ah, il était déjà parti. Il était déjà parti quand moi j'arrivais en Côte d'Ivoire en 88. Bébé Manga, Moni Billet était parti, mais c'est eux les pionniers de la musique camerounaise en Côte d'Ivoire. Mhm. On dit que même certains artistes camerounais ont beaucoup de problèmes avec les Ivoiriens parce ils disaient que c'était un peu l'hymne national et ils sont descendus dans certaines estimes. Sans citer de nom parce qu'il y a le jingle là, avant la pause musicale. Quand je dis un Nginglaye, qu'est-ce qu'on dit? rien, il doit savoir. Ah, il doit savoir, oui, c'est un bon adieu, 100%. Nginglaye. Oui, c'est. Nginglaye. Oui, c'est. Boeja était. Quel ambodi. Boeja était. Quel ambodi. Sopalite. Quel ambodi. Quel ambodi. Boeja. Quel ambodi. Boeja. Pour dire que Sopali. Laisse un vrai bélé. Pause musicale. I'm wishing on a star. Macom, Ma, Adalbert, Charles, Manga. Et Bongué. Avec son fidèle, allez, aujourd'hui je suis lieutenant, ça me suffit comme grade. Parce que je suis entouré de 2 bassistes. Un faux bassiste, mais je ne sais pas si Charles Manga a dit un jour qu'il était faux bassiste. Donc ça doit être son invité qui est faux bassiste, mais c'était quand même une star. Il a fait la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, des études, et puis il est tombé amoureux, ou les Ivoiriens sont tombés amoureux d'un Camerounais supplémentaire, parce qu'il faut dire que les Camerounais étaient très nombreux, n'est-ce pas? Ouais. Là-bas. Non, je voudrais quand même souligner qu'on est d'abord faux bassiste au début. Hein. Quand on apprend, on est toujours faux bassiste. Alors qu'est-ce qui t'a fait choisir cet instrument, la basse? Tu aurais pu être pianiste, tu aurais pu être batteur, tu aurais pu être tout autre chose. Pourquoi la basse? Parce que les aînés jouaient de la basse? Pourquoi même les Camerounais ils veulent toujours jouer de la basse? Bon, on a eu une très forte influence de la musique américaine à l'époque où on écoutait des chansons très percutantes comme les T-Connection et les Cameo. Et moi, j'adorais cette musique à l'époque et j'avais toujours Funky. aimé. Funky C'était très music. funky et j'aurais toujours aimé la reproduire. Et quand je voyais les grands frères comme Charlot Mangajo à l'époque au lycée, c'était un rêve pour moi. Là, tu es en train de... Et, Non, je sais que tu es en train de lui lancer des fleurs parce qu'il est là. J'aurais pu dire... hein. Non, Mais- laisse-moi être content. T'as pas amené ton invité pour qu'il te lance les violons ici. T'as amené ton invité pour qu'il parle de lui et il ne parle pas de toi. Alors, caméo de Larry Blackmore. Larry Blackmore. Oui, c'est ça. Caméo et puis qui encore? On a eu les T-Connection, on a Cool Again, on a eu Whispers. on a eu beaucoup d'autres, les Beaucoup d'autres. Temptations. Il y a eu tellement de choses. Mais tellement pourtant, d'influences. moi, je vais donner un secret à... D'ailleurs, tout à l'heure, on avait une autre émission qui est passée avant celle-là. On parlait de rap. Il était perdu. Alors, on va parler un peu de reggae parce que je crois que tu es tombé aussi dans le bain du reggae parce que la Côte d'Ivoire est un des pays africains avec la Gambie, le Sénégal, Côte d'Ivoire, un peu le Burkina où c'est reggae. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Alors, du tout. qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le reggae? Bon, je suis l'un des précurseurs du reggae au Cameroun. Le premier groupe de reggae qui existait au Cameroun, c'était l'un des miens. Qui dont j'en s'appelait? faisais partie, qui s'appelait les Redemptors. Alors, on a créé ce groupe dans les années 80 au Cameroun et on jouait pratiquement dans tous les cabarets de la ville. Et comme le reggae n'était pas du tout prisé par les Camerounais, À cause de quoi? Alors, le reggae n'a jamais été prisé. Pourtant, j'ai l'impression que quand tu joues à la radio, les gens adorent. C'est une impression? c'est maintenant que le reggae a commencé à réellement s'imposer dans les ondes. Mais sinon, nous, on n'écoutait pas le reggae à l'époque. Alors pourquoi les Camerounais n'aiment pas le reggae? C'est pas leur musique et pourquoi les Ivoiriens ont aimé cette musique? Moi, je pense que c'est un choix qu'ils ont fait. Je pense que les Camerounais ont mélangé Rasta et reggae. Donc,
comme le Rasta, le mouvement Rastafari ne passait pas très très bien, le reggae est mal passé aussi. Ça avait un goût de Rasta. Tu es d'accord avec, tu es d'accord avec Charles Manga? Bon, je pense que c'est son opinion à lui, hein, je pense. Et ton opinion à toi? Moi, j'ai dit que c'était un mauvais choix que les Camerounais ont fait. Ils n'ont jamais aimé le reggae. Moi, j'ai toujours aimé le reggae depuis toujours. À cause de quoi tu aimais le reggae? De la musique ou les messages? Moi, à cause de la musique et des messages, surtout la musique. La musique était pour moi, elle m'emportait quoi. Alors en Côte d'Ivoire, tu découvres le reggae? Non, tu découvres au Cameroun et tu... Non, même en Côte d'Ivoire, je ne jouais plus parce qu'en fait, j'étais tellement déçu par la musique au Cameroun que j'avais décidé de reprendre les études et que je ne voulais plus jouer. Qu'est-ce qui te décevait à cette époque dans la musique au Cameroun? Déjà que mon choix musical, c'était le reggae. Et au Cameroun, le reggae ne passait pas du tout. Partout où on allait jouer, on allait souvent jouer au scotch. Et le grand frère, comment il s'appelle le gars du scotch, Ben Ekwala, il nous autorisait souvent à jouer. Quand on arrive à 22h, on attend jusqu'à 2h, 3h du matin quand les gars ont fini de jouer. Et quand nous, on se met à jouer, tous les clients sortent. Et Donc, on répétait le même mouvement à chaque fois. Et moi, ça me dégoûtait, quoi. Et puis, on allait souvent faire des tournées avec la Pyro de Banga. Quand ils faisaient encore le reggae, on fait des tournées où on n'avait pas de paye. On rentrait sur des camions de tomates et tout. C'est très compliqué. Si je comprends bien, vous vous êtes fait virer plusieurs fois. Plusieurs fois. Un joueur du reggae. Alors à l'époque, vous jouiez au scotch. C'était où le scotch? Le scotch, c'était au Carrefour Tif à l'époque. Y a-t-il eu d'autres cabarets où vous jouiez? Ça va nous rappeler. Ouais. C'était en quelle année ça? Oh, ça, c'est dans les années 80. Oui, donc vous jouiez au scotch, vous jouiez encore où? Oh, non, je jouais pratiquement dans tous les cabarets. On joue au Vieux-Nègre, on essaie de jouer partout. Hein, Est-ce partout, que on avait ces des cabarets postes. existent toujours? Non, que ils n'existent plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces emplacements à l'heure actuelle? Oh, c'est devenu autre chose. Il y a des snack bars, des boutiques de Chinois. Il y a tout, il y a du tout maintenant. Qu'est-ce que partout. tu as pas quelque chose contre les Chinois, hein? Mais non, j'ai rien contre les Chinois. Moi. Les Chinois investissent beaucoup au Cameroun. Ouais, dans la merde. Est-ce que tu as connu la maison du combattant? Oui, à Bonanjo. Oui, est-ce que tu as vu un concert là-bas? Mais à la maison du combattant, oui, j'étais tout petit, ouais. Ouais. Pourtant, Uroy est arrivé au Cameroun, il a marqué les esprits, puisqu'on entend toujours Uroy dans toutes les rues au Cameroun de temps en temps quand il joue du reggae, c'est Uroy. C'était Simon Jonan, je crois, qui l'avait amené ici, le producteur camerounais. As-tu assisté à des concerts camerounais en Côte d'Ivoire? On est toujours en Côte d'Ivoire. Hein. As-tu assisté à des concerts reggae, des concerts? Quel genre de concerts? En Côte d'Ivoire, j'ai assisté à de grands concerts. J'ai assisté à Live Aid Africa en 1989, je crois. Il y avait un super concert au début du SIDA, là, on avait une Live Aid Africa, où il y avait Peter Gabriel, il y avait pratiquement toutes les stars du monde qui étaient là. Pourquoi, à ton avis, le Cameroun n'a jamais organisé réellement de grands événements comme ça? Qu'est-ce qui se passe que la Côte d'Ivoire organise toujours? Le Mali, tous ces pays d'Afrique de l'Ouest, pourtant il y a des pays qui sont même en guerre et qui continuent d'organiser des festivals de jazz, etc. On en vient sur la problématique camerounaise. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il n'y ait jamais de grands événements? Moi, je pense que c'est un choix politique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de festival, il n'y a pas d'événement régulier au Cameroun. Ouais, C'est un choix politique. c'est un choix politique. Politique, c'est-à-dire, à un moment, les jeunes ont besoin. Il y a des gens qui veulent organiser aussi des choses. Ouais, Il y a des gens qui veulent organiser, qui tentent d'organiser des choses. Mais est-ce que le public camerounais, tellement qu'il n'a pas eu de concerts dans sa vie, de manifestations un peu qui font rêver les autres pays africains, n'a tellement pas l'habitude de voir des grandes manifestations que, après tout, il s'en fout aussi? Je te demande ton opinion personnelle. Moi, mon opinion personnelle, je leur dis encore que je ne peux pas réinventer le monde. C'est un choix politique. Oui, mais quand j'étais jeune quand même, moi j'ai vu passer Johnny Hallyday, j'ai vu passer Claude François, James Brown et plein de jazzmen qui sont passés au Cameroun. Seulement le Vouri, c'était un bon... C'est pas la même politique. Hein. Concert. C'était pas C'est pas la même politique. la même politique Elle a changé à un moment. On a vécu un grand changement au Cameroun et qui a tout perturbé. À l'époque, on voyait tout ce monde. Moi, j'ai vu le concert de Jimmy Cliff. J'avais quel âge? J'avais 12 ans. Je suis allé au stade. Et j'ai pas vu le concert de James Brown, mais par contre, j'ai eu des échos. J'étais encore tout petit. Et on avait toute cette star qui était au Cameroun à l'époque qui venait ici. Mais c'est plus la même politique. On revient en Côte d'Ivoire. Tu es en Côte d'Ivoire, tu te maries là-bas. Non. Pourquoi? Tu adores la Côte d'Ivoire, tu fais 10 ans là-bas et tu ne t'intègres pas entièrement? J'ai 2 enfants ivoiriens. 2 ou un seul? 2. Ah, eh ben, je te connais mal. T'as mal travaillé. Alors tes enfants sont camerounais ou ivoiriens? Et ces ivoiriens sont nés en Côte d'Ivoire. Es-tu pour la double nationalité? Double national. Moi, non. Pour tes enfants.
Pour mes enfants, ils ont fait leur choix, ils sont ivoiriens. Mais c'est eux qui ont choisi. Oui. Donc ils étaient là quand... Enfin, bref. Mais non, mais j'ai essayé de faire des documents camerounais. Mais pour les études, ils ont fait un choix. Ils sont repliés pour le... Avec l'acte de naissance, ils sont ivoiriens. Ils sont nés sur le territoire ivoirien. Quittons le sujet, merci pour ces informations. Mhm. Tu es en Côte d'Ivoire, tu travailles. Tu fais tes études, tu travailles. Tu fais combien de temps dans le travail et qu'est-ce que tu fais exactement? En Côte d'Ivoire, j'ai commencé par... bon, j'ai travaillé, quand j'ai fini ma formation, j'ai travaillé au Cameroun, je suis reparti en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé pour la BAD, j'ai fait des stages à la BAD, qui ne m'a jamais retenu, on nous faisait bosser 2 semaines et on se reposait 2 mois pendant 1 an. Par la suite, je me suis Quelle était débrouillé. l'entreprise, tu nous dis? À la BAD, la Banque africaine de développement, Oui. on a essayé de travailler là. Et vous étiez payé pendant les 2 mois Ouais, on n'était pas payé vraiment. Mhm. Et c'est très difficile, donc je me suis fait un chemin, j'ai monté ma petite structure, j'ai fait ma petite boîte où j'ai eu des petits contrats de maintenance avec, par exemple, Dominique Ouattara, qui est aujourd'hui la présidente de la République. Je travaillais pour elle. Je travaillais j'avais des contrats. Dominique Ouattara. Ouais, c'était ma boss. Dominique. C'était ma première boss en Côte d'Ivoire. Une femme claire de peau. Là. Ouais, c'était une white. Une juive. white, dont une blanche. Yep. Une européenne. Ouais. Dominique Ouattara. Si, elle Elle est européenne? Elle est européenne, elle. Ah, je croyais qu'elle était israélienne. Oh, c'est pareil pour nous. Ça, c'est européen. On voit tout ça, elle est française. Je posais la question. Qu'est-ce que tu faisais? Alors, qu'est-ce que tu faisais comme métier exactement maintenant? C'est quoi maintenance informatique? Alors là, je faisais la maintenance informatique et la maintenance audiovisuelle. Par la suite, j'ai installé des paraboles et puis j'ai eu un contrat avec Canal+, où j'étais distributeur agréé. C'était mon plus gros contrat que j'ai eu. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'amis, beaucoup de relations. Je travaille avec toutes les grandes familles, toutes les stars d'Abidjan, de Côte d'Ivoire et de la sous-région. Je travaille avec Les grandes familles, ça veut dire que là-bas, les familles comptent. Parce que ici, Oui, bien sûr. Quand on travaille avec Guillaume Oufo-Boigny, ça veut dire qu'on est dans une grande famille. Quand tu travailles avec Isabelle Bédier, c'est dans une grande famille. Quand tu travailles avec Guillaume Oufo-Boigny, qui a pratiquement tous les grands immeubles de la ville, Dominique Ouattara, qui gérait les immeubles de Faux-Boigny, c'est moi qui faisais la maintenance. Mais ça, c'est très ivoirien. Ça. Ouais. C'est pas comme ça qu'on parle ici. Ici, on parle pas de famille comme ça. On parle des gens. Tu veux dire que si tu es en train de nous dire que les mentalités en Côte d'Ivoire sont vraiment différentes que celles du Cameroun? Beaucoup très différentes. Quel genre de différence? Par exemple, là, tu nous dis qu'on parle de famille, mais ici, on parle aussi de famille. La famille Fotso, la famille Kadji, la famille ceci, la famille cela. Ici aussi, il y a des familles. Oui, mais elles ne sont pas ouvertes aux étrangers comme nous. Vous allez voir des grandes familles au Cameroun, c'est difficile de venir de l'étranger. Et un étranger, par exemple, quelqu'un qui parle la Côte d'Ivoire, qui s'infile dans une famille comme celle de Kadji et à qui on donne tout un gros contrat, c'est pas évident. Et c'est à dire qu'on traîne quand même un peu de tribalisme depuis longtemps. Non, pas tribalisme, mais je pense qu'on est plus conservateur chez nous que les autres. En résumé, en Côte d'Ivoire, quand tu rentres travailler pour quelqu'un, tu appartiens à une famille. Mais tu peux travailler pour plusieurs familles quand même. Non, bien sûr. Moi, je ne dis pas que j'appartiens à la famille. J'ai dit je travaille avec des grandes familles. Pour les familles. J'ai compris, mais ça n'empêche pas que quand tu travailles pour la famille Ouattara, tu peux travailler pour la famille Oumfoué. Oui, bien sûr, je travaillais avec tout le monde à l'époque. Est-ce que le Camerounais était coté à cette époque en Côte d'Ivoire? Coté où on a confiance en lui? On te confie quand même on te confie beaucoup d'argent pour une certaine prestation de service. Est-ce que le Camerounais était coté? En fait, je pense que les Ivoiriens sont totalement différents. Ils sont très, très, très différents de nous. Ils ne regardent pas ce côté... comment dirais-je? Quand tu dis côté, qui sont cotés, est-ce que j'étais coté? Non, je n'étais pas coté du tout par rapport aux autres. C'est que quand tu étais un bon technicien comme moi j'étais un super bon technicien. Et j'aimais le travail, j'aimais travailler. Et les Ivoiriens aiment ceux qui travaillent. Il suffit de leur prouver que vous savez faire votre travail et ils vous gardent. Kiki, j'ai envie de voyager un peu, aller à Houston. voir si je m'y trouve. Juste avant, on marque une pause musicale. Le jingle. Ingingilaye. Oui, c'est. Ingingilaye. Oui, c'est. Sopalete. Quel envolé. Sopalete. Kembo Ejai. Kembo Ejai. Ton invité, il ne parle plus. Comment tu le jingle? Allez, pause musicale. Macom, l'émission, Charles Manga, Adalbert et Bongué. Et il y a un autre prénom? Non, c'est bon. Ne le donne pas parce que peut-être tu vas l'inventer. Non, je plaisante. Émission Macom, avec Charles Manga et son fidèle lieutenant. Non, il faut que je monte de grade quand même. Capitaine. Général.
Non, général, c'est trop. Ils sont trop peu au Cameroun. Colonel, c'est bien. Ils sont nombreux au Cameroun. Colonel de l'émission Macom, son invité. Kiki et Lamé, Kiki et Lamé, de la rue de la Joie à Bali, rue Douala Mangabel. On va en parler. Moi, une fois, j'avais vu une pancarte. Bon, je vais pas citer le publicitaire qui avait mis ça. Je crois qu'il s'était trompé de nom là en bas de l'affiche. Et tu te rappelles? Ils avaient mis un autre nom. Donc, les Douala, j'ai l'impression qu'ils ont une mauvaise connaissance de Douala. Il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Peut-être il faudrait demander. On a tellement de grands-pères qui méritent d'avoir leur nom de rue dans nos quartiers, dans nos villages. Est-ce que aux États-Unis, pourquoi tu pars là-bas? Pourquoi tu quittes la Côte d'Ivoire? Et en quelle année? Alors, je pars d'Abidjan en 98 pour les États-Unis, juste pour des études. Mais quand j'arrive aux États-Unis... C'est-à-dire, tu fais 10 ans d'études, tu fais des études avant, bien sûr. Tu as fait des études avant de venir en Côte d'Ivoire. Tu poursuis tes études en Côte d'Ivoire. Tu attends 10 ans pour aller encore faire d'autres études? Oui, parce que en fait, je travaille avec Canal+, et je voulais développer certaines... Je voulais aller plus loin en électronique, en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais des lacunes sur certains détails, sur la programmation du système de networking de Canal+. Et j'avais des opportunités. C'est pour ça que je voulais vraiment reprendre des petites formations en électronique et en informatique. Et tu as fait combien d'années là-bas? Et arrivé aux États-Unis, c'était tout un autre monde, tout un changement. Et voilà, je me suis confronté à des difficultés qui m'ont jamais permis de faire ce que je voulais faire, quoi. Et puis bon, quand j'ai eu marre, je suis rentré. Avec Charles Manga, on va en parler parce qu'il connaît bien les États-Unis. Et là, comme tu nous as donné le miel à la bouche de savoir qu'il y avait quand même des difficultés aux États-Unis, on aimerait bien savoir quelles sont les difficultés. Une question importante. On revient au Cameroun quelques instants. Tu étais dans les télés, dans la technique, hein, Ouais. dans la technicité, je crois. Est-ce que nos télés africaines, quand on voit la qualité des images, la qualité du son, ont-elles un problème? Pas là, bonne question. On a un sérieux problème au Cameroun déjà. Au Cameroun, on a un sérieux problème avec nos télés. La qualité d'image n'est pas bonne du tout. Alors, à cause de quoi? Parce que j'ai l'impression que quand même ces télés, pour citer toutes ces télés, Canal 2, CRTV, DBS, Equinox, LTM, elles ne sont pas très nombreuses par rapport aux télés du câble. Quel est leur problème? Ils ont l'air de mettre des moyens quand même. Ou ils ne mettent pas des moyens adéquats? Je pense qu'ils ont l'air de mettre les moyens, mais c'est juste un air. Et qu'est-ce qu'il en pense, un technicien? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'ils ne mettent pas les moyens du tout, ils bricolent. Alors, qu'est-ce qu'il C'est faudrait à part pour la changer? CRTV qui a une qualité d'image meilleure que toutes les autres télés. Et qualité de son? Il y a des problèmes quand même. La qualité de son, bon, je pense peut-être que c'est le matériel qui est vieillissant ou je sais pas où quoi, mais ils ont un problème de maintenance peut-être. Est-ce à dire que nous avons de très bons techniciens au Cameroun? Bon, Ton ça, opinion personnelle? Moi, je sais pas. Je suis pas dans le milieu de la télé, radio-télé. Non, en réalité, je pense qu'on a de très bons techniciens, mais que ces structures-là ne mettent pas assez de moyens pour payer les techniciens qui puissent donner le service attendu par un citoyen normal. Est-ce que Kiki Elamé est là aussi pour, comment te dire, tu es pour la formation continue? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de formation continue au Cameroun. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, je suis déjà un formateur. Je le fais tous les jours sans attendre que le gouvernement ou quoi que ce soit le fasse. Nous, on le fait déjà nous-mêmes. La formation continue, c'est le maillon même de développement d'un pays, en fait. Il faut que dans un pays, les jeunes puissent se lever et créer des comment on appelle ça, des petites entreprises. Micro-société? Des micro-sociétés. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut les former. Bon, moi, je veux rêver un peu. Il les forme encore. On est... Hein? Tu les formes en quoi? Ouais, aujourd'hui, moi, j'essaye de former dans le domaine, dans ce que je fais. Je fais dans le son aujourd'hui au Cameroun. J'essaye électronique, maintenance. J'essaie de recruter des petits jeunes dans le quartier que je forme, que j'apprends à installer. C'est pas pour rire, mais des fois, je te vois devant un barbecue de saucisses. En train de former des gars. Je forme aussi Ça, même ça, c'est- dans l'art culinaire. Ça, c'est pour la suite de l'émission.
C'est pour la suite de l'émission. Tu arrives aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous dis carrément, là, il y a quelques instants, j'étais très déçu des États-Unis. Non, pas très déçu. Moi, j'ai beaucoup aimé ce pays. En fait, ce que je voulais faire aux États-Unis, c'est ce que je n'ai pas pu faire. En fait, c'était de reprendre l'école, approfondir l'électronique et l'informatique et devenir un génie de l'informatique. C'était mon rêve, quoi, en fait. Et pourquoi n'a-t-il pas été réalisé ce rêve? Parce que les réalités sur le terrain que j'ai trouvées, c'était différent. Il Quelle fallait payer l'école à des milliers de dollars et je ne les avais pas. Des millions À des millions de dollars. de dollars. Je ne les avais pas et il fallait que je m'intègre dans le système. Ça m'a pris des années pour m'intégrer. Je n'ai jamais réussi à m'intégrer parce que je me décourage. Combien ça coûte une école comme tu voulais faire aux États-Unis? Bon, il fallait aller dans les 5 à 6 000 dollars par an. C'était pas évident pour 5 moi. à 6 000 dollars, 3 millions. Ouais, 3 millions minimum. Mhm. Pour un Et- début dans mon école. C'est-à-dire, tu rentres avec 3 millions et tu n'es pas sûr de finir encore. Ouais, c'était le début. Non, En plus. c'est-à-dire avec 3 millions, un C'est étudiant qui ne travaille pas, qui doit donner 3 millions pour pouvoir aller à l'école, mais qui ne travaille pas, ne peut pas payer sa vie quotidienne, reste à payer. Hein. C'est-à-dire que tu dois habiter quelque part, manger de temps en temps, acheter des livres, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je vais revenir à Houston, parce que Houston, Texas, ça nous a fait rêver ici. On voyait des films, les Dallas, des choses un peu spectaculaires. Dis-nous un peu, Kiki. Bon, même comme tu n'as pas pu faire ce que tu es venu faire à Houston. Raconte-nous un peu, un ranch, ça ressemble à quoi en fait c'est comme dans les films là, qu'on voyait là. Hein? Est-ce que tu as vu en vrai un ranch des ans? Oui, bien sûr. Tout autour de moi, il y avait plein de ranchs. Tout autour de Houston, c'est-à-dire que quand on sort déjà de 40, 50, 60 km de la grande ville, on voit que des ranchs. Et les ranchs au Texas, c'est énorme, avec des puits de pétrole dans les ranchs. Il y a des puits particuliers dans les ranchs. Mais il y a encore du pétrole là-bas? Si, les gens pompent le pétrole dans leur cours. Et ça veut dire qu'aux États-Unis, le sol, l'intérieur du sol, sous le sol, pas comme dans certains pays européens, appartient à l'État, en fait, au privé. Au privé, oui. Quoique. Dans le Texas, je ne connais pas dans les autres États, mais dans le Texas, ça appartient au privé. Donc il y a encore un petit peu de pétrole. Non, ils n'ont jamais exploité le pétrole. Eux, ils ont beaucoup plus de pétrole. La Ils ont réserve la plus plus- importante de Du pétrole monde, se ça, trouve aux ça, États-Unis. ouais. Mais on parle du gaz de schiste. Là, c'est le mais- pétrole à l'ancienne. Les gaz de schiste, c'est la segmentation la fragmentation. C'est de la fragmentation. Là, ils ont beaucoup, mais le pétrole, l'ancien pétrole qu'ils ont commencé à puiser dans les années 1800 et quelques, est en train de disparaître quand même. Non, ils n'exploitent pas assez. Hein. Les États-Unis achètent le pétrole aux Ouais. pays arabes. Pays arabe. Et leur pétrole, ils le gardent. Alors, mauvaise expérience en finalité aux États-Unis, tu restes combien de temps? 10 ans. 10 ans, ça fait. Alors, tu as vécu 20 ans au Cameroun, 10 ans en Côte d'Ivoire et 10 ans aux Aux États-Unis. États-Unis, ouais. Alors, question bête, mais dans la suite de l'autre, elle devient bête parce que je suppose que oui. Tu as fait des enfants aussi américains? Ah, question frère. Quelle Comme question? ils disent. Non, malheureusement, je n'ai pas les enfants aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui t'a fait rester aux États-Unis pendant 10 ans? De quoi tu vivais? Aux États-Unis, De quoi pendant vivais-tu? 10 ans, je vivais de tout. Je faisais tout ce que je pouvais pour survivre. J'ai pu m'acheter une maison en travaillant. J'ai pu faire beaucoup de choses. C'était la vraie bataille, quoi. Est-ce que tu as continué à faire du reggae, la base de reggae? Yeah. Ça, par contre, ça me stimulait, ça m'a ramené, ça m'a ramolli, ça me rabaissait, ça me ramenait un peu. Après les journées stressantes, les semaines stressantes, la vie difficile, j'étais obligé de me remettre à la La musique. vie est-elle vraiment difficile aux États-Unis? Oui, elle est difficile dans la mesure où quand tu arrives et que tu n'es pas encadré, tu te bats tout seul, c'est très compliqué. C'est-à-dire, tu es arrivé aux États-Unis, tu ne connaissais personne, grosso modo. Non, je connaissais pratiquement pas de Camerounais puisque j'étais parti du Cameroun pendant longtemps. depuis Pourquoi longtemps Houston? déjà. Pourquoi cette ville? Pourquoi particulièrement? Houston, Oui, parce que Houston. j'avais des connexions depuis Abidjan. J'avais un ami, un Ivoirien qui était là-bas, qui m'a reçu. Mais tu sais qu'il y a un Camerounais qui faisait des booms camerounaises là-bas. J'ai oublié son nom. À Houston? Oui. Payos. Ouais, en fait, pas eux, c'était ma connexion, quoi, en fait. C'est moi Mais qui pas un faisais grand les booms. chapeau de Texan? Parce que moi, j'en ai vu un à Paris, un Africain qui venait chercher les groupes là-bas. Non. En fait, Payos, c'est un grand frère. C'est un de mes grands frères, Angodi, que j'ai retrouvé aux États-Unis. Et mon premier spectacle que j'organise à Houston, parce que c'est lui qui m'a mis dans le spectacle à Houston, en fait, il m'a envoyé des artistes. Quand il a appris que j'avais un orchestre et j'avais des gars avec qui je jouais, il m'a envoyé Douleur, la première fois, le premier artiste que j'ai produit en 2001, c'était Douleur.
Et on a pris une petite salle de 300 places et on a eu plus de 1000 personnes qui étaient dehors, qui attendaient pour voir le spectacle. Alors, y a-t-il beaucoup d'Africains qui sont venus? C'était des Camerounais qui venaient ou c'était d'autres ethnies? Non, c'était particulièrement les Camerounais parce qu'ils n'avaient jamais vu le visage de douleur. Ok. Et tout leur rêve, c'était de voir ces mecs en personne de douleur. Ils voulaient le voir. Tu veux nous dire qu'il y a une forte communauté ou une petite communauté aux États-Unis? Il y a une très forte communauté à Houston. Très, très, très forte. Aujourd'hui, elle est même encore plus ouverte aux francophones. Oui, je note que Kiki a dit 1000 personnes pour venir voir Doula Ouais. et qu'aux élections, il y avait à peine 1000 personnes inscrites sur tous les États-Unis pour pouvoir voter à la présidentielle. Est-ce à dire que les Camerounais n'ont pas de conscience politique, n'ont pas de conscience civique aux États-Unis, qu'ils ont oublié le Cameroun? Non, je pense Soyons honnêtes, quand tu étais... non, Pardon, honnêtement, soyons honnêtes. Quand tu Non. étais au Cameroun, à Houston, tu pensais au pays, honnêtement? honnêtement, moi, je pensais au pays. J'ai toujours pensé au pays. Tu envoyais l'argent? Oui, j'en veux tout le temps. Et je demandais, moi, comme j'avais perdu le contact, ça faisait presque 15-20 ans que j'étais parti du pays déjà et je ne me retrouvais Sans pas. revenir ici? Sans revenir ici. Oui, Et oui. ça me gênait parce que je n'avais plus de contact au Cameroun, de réel contact. Tous mes contacts étaient en Côte d'Ivoire, mais je te jure que les Camerounais qui vivent à Houston, que je connais, il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières, beaucoup d'infirmiers. Ils font beaucoup d'argent. Et ces gars, ils veulent revenir au Cameroun. Ils veulent investir au Cameroun. Sauf qu'à chaque vacances, ils essayent de revenir au Cameroun. Ils ont beaucoup de blocus, beaucoup de blocages. Quel genre de Et blocage? Administratifs, généralement. Parce qu'ils sont devenus américains. Non, pas parce qu'ils sont venus américains. En fait, c'est que la mentalité, c'est-à-dire quand on vit aux États-Unis, on a toute une autre façon de voir les choses. On est prêt à donner, on est prêt à s'investir sur un projet avec juste deux mots de confiance. Et ici, par contre, quand on fait confiance à quelqu'un, c'est très compliqué. Et on finit toujours par se faire arnaquer, on finit toujours ça finit toujours mal. On quoi. appelle ça les bonnes frappes. Est-ce que tu t'es fait frapper en arrivant au Cameroun? Plus de 1000 fois déjà. Moi, 1000 fois? Tu as attendu 1000 fois pour je suis comprendre? vacciné. C'est très compliqué. Mhm. C'est très compliqué. Tu t'es fait frapper dans quoi, grosso Je modo? continue de me faire frapper jusqu'aujourd'hui. Eh, Juste parce donc, qu'on fait confiance. alors, quelle est cette mentalité d'arnaquer les gens, en fait? C'est camerounais, c'est purement camerounais. C'est L'égoïsme, c'est de l'égoïsme. couper la main, couper le bras qui donne à manger à quelqu'un, c'est ça? Ils n'ont pas de pitié ici, tu veux dire? Bon, c'est pas simplement ça, mais je pense que c'est les difficultés qu'on vit au Cameroun qui transforment les gens. Oui, mais parfois, ils se rendent encore plus quand une personne veut investir dans une affaire, si tu l'arnaques, ben, elle ne pourra plus investir. Bien Donc sûr. ils se coupent l'herbe sous le pied ou ils se coupent la main qui leur donne à manger. Oui, bon, après Houston alors, on se retrouve ici et j'entends dire que bon, Kiki à la main attend un conteneur d'instruments qui doit venir au port, il doit dédouaner tout un conteneur. C'était des instruments de musique. Tu entends beaucoup de choses. Hein. Tu les as entendus, Kiki, ces choses? Oui, mais moi je surveille le quartier, hein, je suis à Bali, je surveille tout le monde. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance et qu'aux États-Unis, j'ai organisé beaucoup d'événements. J'étais presque partout. J'ai fait les funérailles de tous les Camerounais. J'ai créé le Mboa Sawa à Houston, qui aujourd'hui est une grande association qui est dirigée par Titi Dayas, que tu connais, qui continue. La première réunion de Mboa Sawa, c'était chez moi. Alors vous avez reçu au fait là-bas Douleur, qui encore comme J'ai artiste fait camerounais? Douleur, dédié Yango, Grâce Deka, Ben Deka, j'ai pratiquement fait tout le monde au Texas. Et c'était le Douala qui venait ou toutes les communautés? Toutes du les Cameroun? communautés. Moi, j'avais un bon network. À l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, donc j'avais mes adresses email, à qui je balançais tout le monde. Et les gens se déplaçaient de loin pour les voir? Oui, bien sûr. Moi, Parce je faisais que le États-Unis, cabaret même déjà à Houston. Les vendredis soirs, j'avais pris un restaurant camerounais anglophone où je faisais le cabaret et j'ai dépassé des gens qui venaient de Austin. Si ce n'est les Blancs américains qui venaient, est-ce que les Noirs d'Afrique et les Noirs américains venaient à vos manifestations? Est-ce que ça les intéressait ou... Non, ça ne les intéressait pas du tout. Moi, en fait, pour dire à Richard Soudana, un jour, j'ai payé l'avion de San Francisco à Washington, D.C., pour aller à une soirée camerounaise qui était organisée, une soirée... Compatriotes aussi. Bien sûr. Ok, on va changer de sujet là, parce qu'on va venir dans les histoires de musique, juste après la pause, l'avant-dernière pause musicale. Jingle! Engengelaye, Et oui, c'est. sopalite, Quel embolé. sopana, sopalite na, Quel embolé. kembo apijay, nya plada, mkalabuna savasia. Je me tais, je n'ai rien dit. Je n'ai pas traduit, je ne dis rien. Comme ça, les gens qui ne parlent pas le douala ne savent pas ce qu'ils ont dit. Tant pis pour vous. Pause musicale.
Penyamundi. Choc. Doïla Sawa. Bilemona choc. 92.60 MHz. L'autre radio. Peña au Mundi. Vous connaissez le principe de l'émission Macom, les amis de Charles Manga aujourd'hui. Les amis de Charles Manga, Adalbert et Bongué. Nous reviendrons, nous revenons à Douala puisqu'on commençait à parler, puisque vous suivez l'émission, avec l'invité Kiki Elamé. Tu as un autre nom en fait? Ouais. Christian. Il y en a plusieurs comme ça? Ouais. Vas-y, continue la liste, comme ça on saura. Christian et la Mam Coco. C'est tout? Ça s'arrête là? Ouais. Oh, ok, comme ça au moins on est au courant. Comme il y a Charles, Adalbert, Manga et Bongué, il tient à préciser Bongué. Hein. Alors, tu ramènes des instruments, ne me dis pas que tu as eu des histoires à la douane. Toi aussi. Non, Tu ramènes des instruments dans un conteneur qui arrive des États-Unis. C'est-à-dire qu'un jour, tu te lèves un matin, tu dis je quitte les États-Unis? Non. Alors, moi, je pars des États-Unis avec beaucoup de difficultés. J'étais très persécuté par l'immigration qui me fatiguait. Et à un moment, j'ai décidé de rentrer. C'est-à-dire, immigration, tu n'avais pas de carte verte? Non, j'avais pas de carte verte, justement. Ils me la donnaient pas parce qu'ils trouvaient que j'avais comme une fraude ou whatever. Ils ont mis un faux dossier sur ma tête, en fait. En fait, ton nom était fiché. Ouais. Tu ne peux plus retourner aux États-Unis aujourd'hui. Si, je peux retourner aux États-Unis, bien sûr. Alors, raconte-nous un petit peu le périple. Alors, le plus difficile, c'était ça, avec l'immigration, qui me faisait dépenser beaucoup d'argent. J'ai dépensé 110 000 $. Et quand je me rends compte que j'ai dépensé 110 000 $ pendant 10 ans aux États-Unis, je me suis dit que j'en avais marre. Et j'ai décidé de rentrer. C'est-à-dire que tu dépensais à peu près 300 000, 400 000 francs CFA par mois. Par mois. Pour rester. Pour rester. C'est-à-dire, ça se passe comment? C'était qu'il fallait tout le temps avoir un dossier dans le système pour que je ne sois pas persécuté. Alors, et à chaque fois, il fallait prendre un avocat, il fallait relancer un dossier, il fallait payer l'avocat, Est-ce payer qu'aux le dossier, États-Unis- payer l'avocat, c'est la procédure. Excuse-moi, Kiki, mais est-ce qu'aux États-Unis, il y a des contrôles de police quand tu marches dans la rue, etc. Parce qu'on dit que dans les systèmes anglophones, il y a très peu de contrôles. Oh non, aujourd'hui, il y a des contrôles de police. Aujourd'hui? Ouais, et la police est liée à l'immigration aujourd'hui. D'accord. Il y a beaucoup de Camerounais qui se font expulser des États-Unis à ton... Ouais, mais bon, la plupart repartent parce qu'en fait, quand on se fait expulser et qu'on a par exemple, on connaît des enfants aux États-Unis, on peut toujours repartir. D'accord. C'est pour ça qu'il y a même des gens qui sont... Moi, j'ai un membre de ma famille qui vit à Los Angeles, il enseigne, mais il n'a pas de papier. C'est possible? Ouais, c'est possible, oui. Tout est possible aux États-Unis. Tout est en possible aux fait. États-Unis, ouais. Le problème, c'est d'y rentrer, quoi. Ouais. Ok, alors tu ramènes tes instruments. Quelle idée de partir des États-Unis? Donc tu nous expliques administrativement, etc. Pourquoi choisir le Cameroun et pas la Côte d'Ivoire? Bonne question. Yeah. Bon, pourquoi le Cameroun? En fait, pourquoi je reviens d'abord? C'est ma mère qui me fait rentrer. Ma mère m'a rendu visite 2 fois aux États-Unis. La dernière fois qu'elle m'a rendu visite, elle avait 82 ans. Et elle s'est tapé un vol de Paris-Houston, c'est 12 heures de vol. Et quand elle m'a regardé, elle m'a dit, mais tiens, mon fils, c'est pour toi que je viens ici à cet âge-là. Est-ce que tu penses que si je meurs, tu vas pas m'enterrer à cause des papiers? Donc quand elle est partie 6 mois après, je suis rentré. Et quand j'arrive au Cameroun, c'était parce que je voulais rester avec ma mère. Jusqu'au jour où je suis avec ma mère, je pouvais aller prendre un appartement, ma vieille baraque au Comment Camp-Anglais, s'appelle mais- ta maman? On va lui tirer un coup de chapeau à cette dame. Du côté de... Alors ma mère, c'est une princesse Dika Aqua. Elle s'appelle Wonje Etame, elle est de Bali, de Lobabedi. Wanje Etame, félicitations. Tu as réussi à ramener ton fils ici au Cameroun. Parce qu'on avait besoin de gens, avec tout ce qu'il a fait, on a besoin de gens comme lui. Tu te rends compte, il prend les gens au quartier, il les forme, etc. Il y a un grave problème. Il y a un grave problème de formation ici au Cameroun, Ah, dit-on. ouais. Alors pour le matériel, comment il arrive au Cameroun? C'était un matériel que j'achetais progressivement pendant 10 ans. J'achetais mes choses au pawn shop. Ceux qui connaissent les États-Unis, il y a les pawn shops. Je les mettais en layaway, c'est-à-dire quoi, quand je vois un appareil de 1 500 $ que je peux pas m'acquérir, je mets 200 $ et à chaque semaine, quand j'ai un argent extra, je dépose. Voilà comment j'ai pu m'acquérir de ce matériel. Est-ce que ça Quand- existe au Cameroun? C'est pas un bon système aussi pour payer? Est-ce Mais que c'est c'est un possible au super Cameroun? bon système mais qui n'existe pas au Cameroun déjà et que j'espère qu'on va instaurer au Cameroun parce qu'on est en train de venir petit à petit, on s'installe. Et bon, voilà, mon matériel, comment j'ai réussi à l'avoir ici, c'est que j'organise une boum chez moi. Parce que moi, je faisais les fêtes chaque fois chez moi, je réunissais les Camerounais chez moi tout le temps. Et il y a une dame qui arrive du Cameroun qui vient acheter à la période où moi je voulais rentrer. Elle venait acheter une machine pour pomper, je sais pas quoi, pour faire des puits d'eau. Alors cette dame, je la connaissais pas. Du forage, quoi. Du forage, je la connaissais pas. Et il y a une amie qui était là avec moi qui me dit, mais tu peux m'aider à récupérer une dame à l'aéroport. J'ai pas le temps pour le faire. Je vais chercher cette dame. Mais avant, je lui ai dit que j'ai une boum chez moi. Viens, on va faire un tour chez moi, viens t'accompagner chez tes amis. Elle est venue. Elle me connaissait d'une Nadam Ève. Je rentre au Cameroun.
Elle demande à mes amis, qu'est-ce que ce gars aimait? Qu'est-ce que je peux lui ramener de chez lui? Et elle est arrivée chez moi, elle a vu mon garage plein de matériel, de baffes, j'avais peut-être une quarantaine de haut-parleurs. Elle dit, mais mon conteneur est vide, je porte tous ces trucs gratuitement. Voilà comment mon matériel a acheminé au Cameroun. Pas trop de frais de douane, tout ça, ça a été Rien bien du passé. tout, elle avait tout payé. Je Donc suis tu arrivé n'as chez même pas elle. su ce que c'était les frais de douane, quoi. Je n'ai même pas su ce que c'était les frais de transport ni de douane. Et je ne sais pas, on lui a donné un franc symbolique. Mes frères et moi, on lui a donné 500 000 pour donner à son mari parce que supportons moi les charges. Mais Tu c'était dis pas... tes frères et toi. Est-ce Ouais. que tout le matériel aussi appartenait à tes frères? Non, mes frères, moi je venais d'arriver, mes frères m'ont donné un coup de main. Hmm. Ils m'ont dit, mais tiens, on va t'aider à dédouaner. Maintenant, je dis que je n'ai pas de douane à payer. Mais Est-ce que dans tes business, tes frères sont importants? oui, ils sont très importants. Mes frères m'ont ouvert beaucoup de portes au Cameroun. Mais enfin, pas à travers. Quand ils me voient en difficulté, ils me disent, mais ah, tiens, toi, je te connais pas le frère et la mère. Il dit, ouais. Et puis. Qu'est-ce voilà comment. qu'ils font tes frères ici? En aparté, comme ça, tout rapidement. Bon, j'ai des frères qui sont un peu dans le. Ils sont dans le. Dans le quoi? Il veut pas dire. Dis. Allez, dis. Charles, Non, dis. non, il ne veut pas dire. Il ne veut pas dire. Moi, je ne veux pas dire non plus. Ne me dites pas que c'est les bras droits de Paul Biya, quand même. Non, pas du tout. Bon, ils font des Ils ne choses. sont pas à Yaoundé. Calmez-vous. Ils sont très professionnels dans le milieu professionnel, en fait. D'accord. Ils sont là. Alors, tu fais les sonos ici. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? La sono, c'est rentable? C'est un bon business? Bon, Ou c'est social? c'est très social ce que je fais. C'est très, très social. Mais ce qu'il fait, c'est qu'un jour, j'avais besoin de répéter. Et puis, je me retrouve que je suis chez Kiki en train de répéter. Donc- une salle de répétition. Donc tu as des locaux de répétition. On va être bref technique parce qu'on a encore un dernier sujet à employer parce que tout à l'heure tu m'as dit un truc qui m'a marqué et aussi Charles Manga, qui a marqué Charles Manga de très important, c'est qu'il ne se passe rien. Et pourtant tu fais des choses et parce que avant que tu parles, j'ai découvert que tu fais quelque chose, un événement là bientôt. Et comme c'est un Sawa qui fait, c'est la radio des Sawa ici, on va te donner un petit coup de main. Alors, du social, ok. Est-ce que les Camerounais, là je parle pour la jeunesse, quand tu leur apprends, ils ont envie réellement d'apprendre? Oui. Ou ils sont un peu feignants sur les bords? Bon, Polo, beaucoup polo, sont feignants polo, sur les polo. bords, mais ils apprennent. Donc beaucoup, c'est la majorité? Ouais. Des Sawas sont un peu feignants. Pas les savoir simplement. Tous les Camerounais, tous les jeunes Camerounais ne veulent pas travailler. Par rapport à tes systèmes ivoiriens, américains dans ta tête, tu Mhm. trouves que les gens ne travaillent pas assez? Ils sont beaucoup lazy. Ils sont quoi? Ils sont très lourds. Lourds, c'est-à-dire ils... Lazy. Ouais, ils sont lazy, paresseux, ils ne veulent pas travailler. D'accord. Alors comment tu fais pour faire tourner ton business avec des gens paresseux? Bon, j'essaie de faire, moi, me mettre la main à la pâte. Juste partout, j'ai un business, je suis là, je suis présent. Mhm. C'est pour ça qu'il fait de temps en temps des saucisses au carrefour entre rue de l'Union française et la rue rue Douala Douala Mancabel. Mancabel. Bon, on va parler d'ailleurs de ton endroit là qui est Chic Bonjour parce qu'il y a beaucoup quand même d'artistes et ce qui est étonnant c'est que beaucoup d'expatriés entre guillemets des Français, soit qui travaillent pour des ONG, soit qui travaillent pour je ne sais qui, viennent à Bali dans votre endroit là. C'est un endroit très sécurisé. Bon, sécurisé, oui. Enfin, parce que à l'endroit où tu es, c'est un carrefour populaire. ouais, c'est un carrefour populaire et je pense que c'est un bon endroit. C'est un endroit qui est assez... il est assez sécurisé. Il y a beaucoup de forces de l'ordre qui tournent autour. Tu sais que Beaucoup Charles de- Manga se moquait de toi, mais en quittant les États-Unis en revenant en France, il était restaurateur. Hein. C'est pas mieux. Bien hein. sûr, je sais. Alors, tu vends quoi dans ton restaurant? Tu vends quoi dans ton restaurant? Alors, moi, dans J'ai mon dénoncé, restaurant, j'ai je dénoncé. vends plus la culture que tout. C'est Oui. un point de rencontre, c'est un point culturel, c'est un point d'échange. C'est ce que je vends le plus. Ça me permet de dire bonjour à Sadrak que je vois souvent. Sadrak Pondi, l'ancien. ouais, il est Voilà. constamment Et- chez moi. Et le berger aussi. Le Et berger, Lady ouais. B. Lady B, Donc tu as Lisa Bomba, tout le monde est là. Alors C'est- tu as tu as les peintres, tu as Épée Valeur qui vient chez toi. Ouais. Il y a beaucoup J'ai fait d'avocats. Valère, de Hier docteurs. soir, par exemple, j'étais avec Joanne Pado. Joanne Pado, que tu connais, de Bonassama, de Bonaberry. Il y a beaucoup de menguistes qui Il viennent y a là-bas. beaucoup de benguistes d'Américains qui viennent. Ah, et si tu veux voyager, tu vas chez Kiki, tu t'assieds là et puis tu rencontres des gens. Alors, est-ce que nous, les Camerounais, on est plus direct? Est-ce que les boissons, c'est aussi cher qu'ailleurs? C'est le même prix? C'est le même prix qu'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Parce que moi, qui aime les frites saucisses, j'avoue que tu habites tellement loin de mon endroit, mais tu vas un jour t'exporter ailleurs? Ouais, je pense que je vais devenir un jour comme Starbucks. Et je vais essayer d'exporter mon projet. Alors, comment s'appelle ton endroit? Chez Kiki.
Chez Kiki. Alors, tu vas mettre chez Kiki des points partout? Ouais, c'est mon rêve. Une question? Moi, j'ai une question, c'est quand même un peu bizarre. Il n'y a pas de pancarte. Il n'y a pas de pancarte chez Il Kiki. y a une couleur vert fluo, mais il n'y a pas de pancarte. Avec... Je signale avec de jolies serveuses. Alors, on boit quoi là-bas? Alors chez Kiki, on boit un peu de tout, du vin, de la bière, tout est mélangé. Sauf que la particularité de chez Kiki, c'est les saucisses. On fait Les saucisses de Toulouse. Les saucisses de Bali. Les saucisses de Bali. Les saucisses de Bali. Non, c'est à Toulouse que moi j'ai Non, pardon. que Je dis, manger ce genre de saucisse. je dis les gens sont forts. Les Camerounais arrivent à changer les noms des choses. Saucisse de Toulouse, ça se retrouve saucisse de Bali. Et Ça on veut fait dire aussi que- du poulet, s'il te plaît. On fait le KFC, c'est-à-dire que le Kiki Fried Chicken. Et ils arrivent même à changer les noms. Ah. Alors, pour finir l'émission, je voulais parler d'un truc parce que je trouve que les Camerounais, en général, les gens ne font pas grand-chose. Apparemment, il y a une grande manifestation qui va se passer à Bali, organisée par un Sawa, je le signale. Alors, est-ce que tu es seul à organiser cet événement et est-ce que tu sais de quel événement je parle? Bien sûr, je le sais. Au mois de décembre. Au mois de décembre. J'ai découvert. Tu ne nous as Balama. rien dit dans l'émission, mais j'ai découvert. C'est le Balama. Le marché Ba- Balama, marché des arts de Bali, Bali Art Market. Alors, explique. Bon, avant qu'il n'explique, il dit balama, balama, pas malama. Pas les joues. Balama. Balama, Bali Art Market. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment? Alors, le Bali Art Market, c'est un marché, c'est pas un festival, qui rassemble pratiquement tous les corps de l'art. C'est-à-dire quoi on a de l'art plastique, on a de l'art vivant, on a pratiquement tous les corps de l'art. On a le cinéma, on a la danse, on a la musique. Et depuis quand tu le fais? Depuis 3 ans déjà, la troisième Depuis édition. 3 ans. Oui. Pourtant, on dit souvent ici que bon, rien ne se passe, il n'y a pas de festival, rien ne se passe. Et dans le coin de rue, là, je trouve souvent, une fois par an, une grande scène installée. Et puis, souvent, il y a le chef supérieur de chez nous qui vient s'installer. Nous-mêmes, on est installés, tout le monde est installé. Il y a des gens qui viennent de partout, Cité Sic, New Bay, etc., pour venir chanter. Paris, New York. Ce carrefour, Paris, New York, tout le monde. Hein? Et c'est un festival qui doit vivre. Est-ce que tu pourras tenir? En allant plus loin, est-ce que tu as des subventions? Comment tu organises en fait, Ok. ce Est-ce que je marché, pourrais déjà? tenir On parle du marché là. Ouais. Est-ce que je pourrais Rappelle-nous tenir le nom. Oui. Balama. Alors, est-ce que Balama est subventionné? Balama n'est pas encore subventionné, puisqu'on a la 3e édition, je pense que l'année de la consécration, il fallait qu'on réussisse à faire cette 3e édition Donc pour commencer à demander des subventions. Pas encore N'est subventionné. pas encore Vous n'avez pas subventionné. encore demandé de subvention. On a essayé d'introduire un dossier de subvention cette année au ministère de la Culture. Il s'est arrêté où? Et il y est déjà, le ministre de la Culture parraine Balama. On a un parrainage institutionnel du ministre. Mais de la il vous Culture. donne un peu de fonds? Il donne rien pour l'instant. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il me dit qu'on est encore à nos débuts, il faut qu'on apporte des rapports d'activité, ainsi de suite, pour qu'il puisse voir l'évolution de l'événement. Toi qui as fait l'étranger, j'ai une question très étrange et très étrangère à te poser. C'est bizarre, mais on veut aider un festival quand il est en pleine vie, quand il marche, et on ne l'aide pas au début. C'est ça que je ne comprends pas au Cameroun. C'est pas les choses à l'envers. Non, je pense qu'il s'est fait exprès parce qu'il y a eu des festivals au Cameroun, il y a eu beaucoup de malversations, il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de faire des grandes organisations avec de grands moyens, mais qui ne produisaient pratiquement pas ce qu'il fallait avec ce qu'on leur donnait. Et je pense qu'ils sont très prudents aujourd'hui, on ne sort plus l'argent comme ça. Même avec l'OIF, hein, on va demander des fonds. OIF, c'est quoi OIF? L'OIF, c'est une organisation qui finance les projets à partir de la francophonie. Mhm. Ouais. Vous leur avez demandé, ils vous ont dit d'attendre encore. Non, bon, moi j'ai rencontré le directeur, on a discuté, il m'a demandé qu'il fallait que le Balama devienne un mouvement sous-régional. C'est-à-dire que qu'on couvre au moins la région, qu'on ait des participants qui viennent des pays extérieurs, ça permettra au moins à l'OIF de financer les frais de mobilité de ces pays qui viennent vers le Cameroun. Est-ce que vous avez des sponsors si vous voulez aller à l'étranger, il faut avoir les compagnies aériennes. Est-ce que vous avez des compagnies téléphoniques? Est-ce Pour qu'on l'instant, vous donne quelque chose? Pour l'instant, le Balama est embryonnaire. Moi, là où je suis là, Balama, c'est mon premier sponsor, ce sont mes économies. Je compte sur Alors, personne. comment c'est un mouvement, puisque ça se passe dans la rue, est-ce que vous avez déjà des autorisations? Oui, chaque fois, j'ai l'autorisation. Quand je ne demande pas l'autorisation, le sous-préfet me demande à la chefferie, et le petit, il est faillant cette année.
Ça veut dire que l'État, Les autorités savent ce qui se passe. et veulent un festival comme ça. Ils veulent un festival comme ça. Alors, on vend quoi là-bas? Est-ce que les artistes qui passent là-bas, je ne sais pas encore quels sont les artistes, tu vas nous le dire. Est-ce que c'est des arts plastiques, musiciens, cirque de rue, etc. Donne-nous un petit peu des détails sur les gens qui passent là-bas et comment aussi passer là-bas. Comment te contacter pour pouvoir s'inscrire et passer là-bas. Ok, bon, les appels à la candidature ont été close. On a fermé déjà, on a fait la programmation même déjà qu'on a lancée. Et je pense que ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux ont compris exactement la procédure cette année. On a vraiment travaillé en professionnel cette année. Combien d'artistes? Cette année, on a presque 200 artistes. Mince alors. Ouais. Balalo. Ouais. Vous voyez que c'est très lourd ce projet. Et quand tu m'as posé la question tout à l'heure, si je vais tenir, je te dis bien que là, je commence à avoir le vertige même avant l'événement, ça me souffle déjà. Est-ce que les artistes cotisent pour ou quand ils vendent quelque chose, te donnent un pourcentage? Bon, cette année, on a essayé d'organiser un grand vernissage avec de super artistes comme Joël Mpado et Justine Gaga, qui sont les deux artistes connus sur le plan international. Et on a aussi recruté quelques anciens, 6 autres anciens, pour faire un vernissage. Et pendant le vernissage, on va récupérer 20% des œuvres vendues pour essayer de ramener un peu de fonds à l'organisation. Bon, moi, je connais un artiste à Paris qui s'appelle Francis Mbela. Pense à lui la prochaine fois. Ok. La prochaine fois, l'année prochaine, Francis Mbela. D'accord. Il paraît que c'est l'un des peintres les plus cotés camerounais. Je me trompe? Mais c'est l'ami de... Non, tu te trompes pas, c'est le meilleur. Kiki, c'est l'ami de M. Charles Manga et Bongué. Et de surcroît, c'est mon beau-frère. Mais il ne faut pas le dire trop fort. D'accord? Alors, continuons les questions rapides sur Balama. Qui veut dire? Bali Art Market. Alors, pourquoi avoir choisi un acronyme en anglais? Parce qu'on est dans un pays bilingue, de toute façon. D'accord. Mais si tu veux que ça soit régional aussi, peut-être il fallait choisir un beau nom africain, pourquoi pas? Ouais. Balama avait déjà tout dire en africain. Balama, c'est... Tonton Valère a mieux expliqué ça la dernière fois. Ok, ça se déroule de quelle période à quelle période, de quelle heure à quelle heure? Et c'est vraiment gratuit, c'est dans la rue. C'est dans la rue, c'est un marché dans la rue, tout est exposé dans la rue. Un peu une sorte de brocante, mais peinture. Non, pas une brocante, c'est un marché bien organisé où on trouve des œuvres de création. On trouve des troupes de danse, des conteurs, il y a pratiquement tout à organiser, quoi. Avant la question de Charles Manga, est-ce que tu penses que les Camerounais sont très intéressés par l'art? Très, très, très intéressés. C'est à Balama qu'on le voit. Bon, ce que je voulais dire, c'est que dernièrement, j'ai acheté des bijoux pour ma fille à Balama. Ah ben voilà. Non, c'est pour te dire que c'est... Moi, j'ai donné beaucoup de valeur à ça. Ta fille ou... regarde comment il est en train de nous tromper. Ta fille ou ta maîtresse? Ton deuxième bureau? Non, ma fille, Tricia. Tricia, on te salue. Hein. Alors, on fait le tour de Balama. De quelle date à quelle date? Du 20 au 23 décembre. Du 20 au 23 décembre, 3 jours? 4 jours. 4 jours. Ça tombe à quel jour? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et vous finissez par un concert de clôture? Ouais, non, on finit par un bal de clôture cette année organisé par Easy Event qui nous offre ce bal. Alors, le bal, c'est-à-dire, il va y avoir un orchestre ou à l'ancienne mode ou des DJ? Non, cette année, on aura un bal à l'orchestre. C'est-à-dire qu'on va danser et tout. On aura beaucoup d'invités surprises de la musique locale. Sawa, on aura, je dirais pas la surprise, mais on aura peut-être Maman Guéa et Camille Boyan, on aura du monde. Couverture médiatique, vous vous adressez. Est-ce que les télés sont très intéressées par cette manifestation qui se déroule dans la ville de Loire? Il y a très peu de manifestations. Est-ce que tu penses que les médias vont couvrir votre événement? Est-ce que vous avez des bonnes touches? Là, je parle technique. Hein. Ouais, sur le plan médiatique, à un moment, on est assez avancé dans les relations. On a TV5 qui nous a signé déjà pratiquement. Et puis on a TV5 Monde, TV5 Afrique. Et puis comme ça se passe dans un village ici à Douala, venez voir, venez demander un partenariat avec votre radio, puisque c'est la vôtre. Hein. Mais je crois qu'on a un dossier ici chez vous. Hein. D'accord, on essaiera qu'il avance, c'est pas moi qui décide. Hein. Kiki, rue de l'Union française, on voulait changer cette rue. Non, nous on a changé plutôt la position cette année, on a mis plutôt rue Douala Mangabel. Rue Douala Mangabel. Ah, c'est ce que vous utilisez. Cette année, mais oui. Pourtant, rue de l'Union française, ça croise aussi. Ça croise, oui, justement. Bon, nous, on voulait, à l'époque, donner le nom rue Valère Épée. Ouais. Bon, mais aujourd'hui, ça peut être rue Kiki et la mer aussi. J'emboîterai pour le père, mon père. Ils sont en train de se faire des messes basses
des messes basses devant le micro. On est obligé de finir l'émission. On a deux choses. On a le Congo-ça et on a la leçon de vie. Leçon de vie, Kiki. En Douala, bon, parce que ça te concerne, parce que tu es 100% Mboa, 100% Mounanjor. Donc, la leçon de vie aujourd'hui, c'est Kodamboa, Ibumo. Kodamboa, Kodi, Nyamboa, Ibumo. Kodamboa, Ibumo. Kiki, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Kodamboa et Bomo, c'est-à-dire qu'elle a un mot pour son peuple, pour son pays là-dessus. Ça veut dire que Kiki Elamin aime beaucoup son pays. Même comme il a dit qu'il aime plutôt la Côte d'Ivoire. Après, maintenant, il aimait les Taisans. Mais finalement, nous, on a, après cette heure qu'on est en train de passer, on constate plus que tu aimes plus ton pays que autre chose. Et moi, je confirme, parce que pour vivre dans un pays tropical où il y a les moustiques, l'hygiène tendancieux, l'insécurité, les klaxons partout dans la rue, les gens qui peuvent te renverser, etc. Tu peux faire un accident toutes les minutes, et que le Congo, ça arrive, parce que le Congo, ça quand même est arrivé. Il y a monsieur, je dis pas que c'est son vrai nom, monsieur Ezali, qui est médecin à l'hôpital d'Aïdo. Il y a un certain monsieur Emmanuel, qui aussi a longtemps vécu en Côte d'Ivoire, et Djangé, à Bonassama, qui est venu dans votre hôpital, vous lui avez donné rendez-vous, vous n'avez même pas eu la correction de l'appeler pour lui dire que vous ne seriez pas là. Quand vous avez des personnes âgées qui arrivent à l'hôpital, qui ont rendez-vous avec le médecin, si le médecin, si le médecin sait qu'il ne sera pas là ou un incident, qu'il demande le numéro aux patients pour les avertir qu'ils ne viennent pas. Un monsieur qui se déplace et qui paye son taxi, et comme il est malade, il faut parfois 2 places pour le taxi. C'est cher le taxi aller-retour. Donc il se déplace Bonassama, il traverse le pont. Heureusement qu'il y a moins d'embouteillage, il n'y a pratiquement plus d'embouteillage. Il arrive à l'hôpital d'Aïdo et il s'entend dire que le médecin est déjà parti. C'est un scandale. Donc monsieur Ezali, je crois qu'il s'appelle comme ça, ou j'ai peut-être changé le nom par réflexe pour dire que tous, ils ne sont quand même pas comme ça. Un médecin doit être courtois, un médecin doit être gentil, doit être à l'écoute de ses patients. Et surtout une chose, ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, considérez que ça pourrait être votre papa. Ce monsieur a quand même 68, 69 ans et qu'il a besoin de soins. Il n'est pas venu quémander, il va payer ses soins. Donc, soyez là. Et toutes les personnes qui doivent faire un boulot où ils doivent être là, c'est comme quand vous arrivez à la boulangerie, la fille dort, mais elle ronfle devant vous. Donc, il faut absolument que les gens soient consciencieux dans leur travail. C'est important. C'est comme moi si je dis, bon, maintenant on arrête la radio. Vous voyez ce que ça fait? C'est-à-dire que je suis non professionnel. Voilà, le mot de la fin, vous savez que c'est la dernière question de Charles Ebonge Adalbert Manga à son invité. Et moi, j'ajoute une chose, l'invité doit traduire après ce qu'il leur a dit. Et ça s'adresse surtout à la jeunesse du Cameroun, c'est bien ça? À la jeunesse du Cameroun, Kiki prend ta langue maternelle, c'est-à-dire Douala, et puis donne des conseils aux jeunes, ce que tu aimerais les voir faire, ce que tu aimerais leur donner comme arme pour la vie. En Douala. Puis après une petite traduction, s'il te plaît. Alors moi je dirais un bon Douala. La pelate bola c'est parce que l'engela ntutuwe soit la motem motabe na bola ke bolo awende kwa quality. Alors la bonne traduction c'est quoi? C'est que j'ai demandé aux jeunes, je leur demandais d'être plus quand ils veulent faire quelque chose, quand ils veulent faire un travail, qu'ils le fassent avec beaucoup d'amour et beaucoup de foi, parce que c'est pas facile aujourd'hui de s'en sortir dans cette vie. Et puis quand vous donnez rendez-vous, venez à l'heure. Et si vous ne venez pas, appelez que vous ne pouvez pas venir, les gens ne se déplacent pas. C'était la suite du Congo-ça. Je remercie franchement, personnellement, Kiki qui nous a beaucoup apporté. Je souhaite bonne chance à son marché de rue, Balama. C'est un nom qui résonne bien. Ça résonne même Douala. Hein. Donc tu as très bien choisi. Merci. Charles Manga. Mboa ija ite. Kalamboli. Mboa na mboa ija ite na. Kalamboli. Mboa na mboa ija ite na. So palite. Ayo! So palite nika. Ayo mkala bumba, mkala bonasaba. Abuse mawenge. Penyamundi. Choc. Doi la Sawa. Belemona Choc. 92.60 MHz. L'autre radio.